Depuis l'enfance, l'accordéon, c'est sa passion. Il en a même fait son métier en devenant réparateur. À Paris, on l'appelle Monsieur l'accordéon. En Vendée, c'est Maxime Barbeau et c'est notre invité cette semaine. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Bienvenue de retour parmi nous. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. C'est vrai, les vacances sont passées par là. Ouais, très bien. Et donc, vous revenez sur une date très symbolique dans le calendrier de ce début d'année, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. C'est un peu derrière nous, mais il y a encore des choses à dire sur l'amour qui dure. Voilà. Ou pas. Très bien. Ou pas. Voilà. Qu'on peut faire durer aussi. Qu'on peut faire durer, c'est vrai. Delphine, on terminera l'émission avec vous. Oui, on va parler poésie parce que bientôt c'est le printemps des poètes et c'est l'occasion de parler de cette discipline littéraire dont on n'entend pas beaucoup parler. Ouais, où on a des a priori, aussi sur l'accordéon. Merci Maxime Barbeau d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Donc j'ai dit en introduction que vous étiez réparateur d'accordéon à Paris, mais vous avez des racines vendéennes. Oui, c'est ça, exactement. La Flosselière, oui. Alors les gens connaissent peut-être un petit peu mieux pour le moment votre papa qui s'appelle Jacques Barbeau. Oui, c'est vrai, beaucoup plus même. Interprète de Brel, un des meilleurs interprètes de Brel. Un des meilleurs, moi je pourrais pas dire ça, mais après, pour moi c'est le meilleur. Ouais, c'est une fierté première. Oui, non mais... Donc vous avez baigné dans un univers musical depuis l'enfance. Oui. Grâce à mon père, oui. Ouais. Avec ses musiciens, l'accordéon, le piano, la guitare, tout. Et l'accordéon, c'était une évidence, c'est parce que ça faisait partie des sonorités de la famille ou... Non, pas du tout. Ça fait pas partie de la famille. Enfin, c'est peut-être en écoutant l'accordéoniste de mon père. Après, c'est une ambiance qui m'a toujours plu. C'est un instrument qui est incroyable, en fait, quoi, qui a beaucoup de palettes, qui a une palette impressionnante, une disponibilité impressionnante aussi. Donc, je sais pas si c'est ça qui m'a plu, mais il y a une ambiance, quoi, qui m'a plu, cette joie. Et vous êtes réparateur à Paris depuis combien de temps ? Je suis réparateur à Paris, donc je suis monté depuis septembre 2015. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent, voilà. Avant, je travaillais dans un atelier chez un maître artisan. En Deux-Sèvres ? En Deux-Sèvres et après à Montreuil, donc dans le 93. Et ensuite, je suis parti et j'ai monté mon propre atelier. Alors l'accordéon, on va fonctionner un peu sur des clichés qu'on va essayer de démonter. L'accordéon, on pense d'abord musette. Ouais. Et on se dit, l'accordéon, je ne sais pas quel âge vous avez quoi, une trentaine d'années ? 26 ans. 26 ans. Ah là, c'est pas bien. 26 ans, c'est vrai qu'on dit, c'est pas un instrument de votre génération. Si, au contraire, quoi. Il y a plein de jeunes qui font de l'accordéon. Après, ils le montrent pas forcément. C'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais au collège, je le montrais pas. Enfin, j'avais arrêté pendant le collège, carrément, parce que on est vite catalogué. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais après, il y a énormément de jeunes qui font de l'accordéon. Plus dans le diatonique aujourd'hui, on est plus dans une génération qui va dans un accordéon diatonique. Alors le diatonique, parce que vous m'aviez expliqué qu'il y a en gros deux types d'accordéon. Donc le diatonique, c'est celui où il y a moins de touches, qui est le plus simple. Voilà, c'est un accordéon où on va beaucoup jouer avec le soufflet. Parce que quand on appuie sur un bouton, par exemple, sur le même bouton, qu'on tire ou qu'on pousse, c'est pas la même note. Tandis qu'un chromatique, c'est un instrument plus important. Mais on appuie sur un bouton, ça va être la même note en tiré comme en poussé. C'est vraiment la différence, quoi. Et après, la taille, quoi. Et le diatonique, c'est plus dans le registre musique bretonne. Musique bretonne, celte. On va avoir une palette un peu moins large de possibilités, mais par contre, on va avoir un instrument qui est plus facile à porter, qui est peut-être un petit peu plus facile à jouer. On va plus jouer d'oreille avec un diatonique qu'avec un chromatique. Mais après, on est peut-être un tout petit peu plus restreint qu'avec un chromatique, je trouve. Alors, comment est-ce qu'on devient réparateur ? Comment on devient réparateur ? C'est venu comme ça. Ouais. Enfin, j'ai été donc chez ce maître artisan, j'allais acheter un autre accordéon, il m'a proposé de travailler pour lui, ce que j'ai refusé au début, parce que ça me faisait plus peur qu'autre chose, parce que c'est un monde que je pensais aussi vraiment restreint. Et la passion est venue par-dessus tout, quoi. Ça m'intriguait de ne pas le faire. Donc je suis parti quand même, j'ai foncé dans le tas, j'ai eu des gens qui m'ont entouré, qui m'ont soutenu dans ce choix. Il y a des écoles ou... Il y a une école qui est au Mans, qui s'appelle l'ITEM. Mais par laquelle vous n'êtes pas passé ? Non, je ne suis pas passé par là. Moi, j'ai été formé par l'artisan. Je n'ai pas eu besoin de passer par l'ITEM. Alors c'est un instrument qui est assez compliqué, qui est très technique, enfin quand on le répare, qui est complexe quand même. Très complexe parce qu'il y a des milliers de pièces qu'il faut, bien sûr, pour accorder, il faut avoir l'oreille. Et ça c'est important, je pense, c'est quelque chose, par exemple, qu'on ne peut pas apprendre à l'ITEM, je trouve. Mais il faut aussi beaucoup de minutie et de la patience.
Parce qu'il y a quand même des milliers de pièces, quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Le problème d'un accordéon, c'est que c'est jamais la même panne. Et ça, c'est ce qui est bien aussi, quoi, parce que ça change tous les jours, quoi. Et vous n'avez pas appris la musique, le solfège? Non, enfin, on a essayé de me l'apprendre, mais je l'ai jamais fait, quoi. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Hein, ah oui, c'est l'oreille, quoi. Enfin, je sais pas si c'est par rapport à mon père, si c'est par rapport à la musique que j'ai entendue, mais j'ai toujours travaillé d'oreille, en fait. On me mettait une partition devant les yeux, je disais, tu peux pas me le jouer une fois, histoire que j'écoute, quoi. Et que dès qu'ils jouaient, je fais, ah ok, c'est ça. Ouais. Bon, ils n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient que je lise la partition, mais je faisais ça d'oreille, ouais. Et quand on est réparateur d'accordéon, qui sont les clients qui viennent à l'atelier? Alors les clients, ça peut être des particuliers ou des professionnels. Là, actuellement, je touche beaucoup plus de professionnels que de particuliers. Donc, quand on dit professionnels, c'est-à-dire des musiciens? Des artistes. Ouais, des artistes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des artistes, quoi. Donc il y en a beaucoup. C'est vrai que bon, là, j'ai quelques artistes comme Roland Romanelli qui viennent pour réparer ces 2 accordéons, dont un qui a accompagné Barbara tout au long de sa vie, quand même. Il y a Laurent Desraches, un jeune qui a quand même pas 30 ans, un jeune jazzman qui a vraiment un avenir formidable, enfin, qui va vraiment avoir un avenir formidable. Et c'est important d'être sur Paris Je pense que c'est important parce qu'on est beaucoup plus accessible déjà, et il y a beaucoup de musiciens qui sont sur Paris, il faut dire ce qu'il est. C'est de là où on commence, quoi. Donc, on est obligé. Vous avez un confrère, Stéphane Leland, qui est à Fontenay. Oui, qui est à Fontenay, qui est facteur. Ah oui, lui, par contre, pour le coup, il est facteur. Lui, il fabrique les diatoniques. Généralement, en France, on fabrique les diatoniques, qui est un très, très bon facteur, et en plus, un bon ami, parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est vendéen, enfin qu'il est en Vendée ou quoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un, qui lui fabrique pour le coup, qui est plus dans la fabrication que la réparation. Il répare aussi, bien sûr. Mais lui, s'est basé en Vendée, il a réussi. Après, je pense que moi, j'avais besoin d'aller sur Paris. Enfin, j'ai besoin de commencer par Paris, je pense. C'est pour faire ses preuves? C'est pour faire mes preuves, c'est aussi pour rencontrer des gens. Et artistiquement, c'est génial, quoi, parce qu'on a tout, quoi, à portée de main. Et il y a beaucoup d'artistes, quoi. Ils sont tous là-bas. C'est foisonnant, d'accord. Ouais. Bon, on va revenir à Monsieur l'accordéon, puisque c'est votre nom de professionnel. On va faire une parenthèse avec l'amour par Alix. Toujours. Vous avez souhaité revenir sur la fête de la Saint-Valentin, même s'il y a quelques jours, quelques semaines. Que c'est déjà passé, donc ça va peut-être sentir un peu le réchauffé, mais j'espère pas trop. C'est pour ça que j'ai donné comme titre la Saint-Valentin, oui, mais encore. Qu'est-ce que ça peut bien nous apporter? Alors c'est vrai que la fête est passée depuis un petit moment, les bouquets sont fanés. Voilà, il y en a certains qui considèrent la Saint-Valentin plutôt comme la fête des fleuristes que la fête des amoureux. Bon, en tout cas... cette fête a pu réveiller chez nous notre capacité à dire notre amour, à l'exprimer, ou au contraire, nous montrer nos difficultés dans ce domaine. C'est pas toujours facile de dire à l'autre qu'on l'aime, hein, ou de dire ce qu'on attend de l'amour aussi. Alors, moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'était de revenir sur le personnage, de savoir qui c'est. Je me suis un peu intéressée. Sur le saint en lui-même. Sur le saint en lui-même. Alors, en fait, il s'appelait Valentin de Terny. C'était un moine qui avait 18 ans tout juste, un petit jeune... Et il y a eu une petite confusion dans les personnages, mais en tout cas, moi, j'ai retenu celui-là, parce que j'ai trouvé que son histoire... ça m'a arrangé de parler de lui, en tout cas. Voilà. Alors, il est Saint-Valentin, donc Valentin de Terny, il est mort en martyr au IIIe siècle, donc il y a déjà un petit moment. Longtemps, là. Et il a été condamné à mort parce qu'il mariait en secret des jeunes hommes qui étaient en âge d'aller combattre. Et ça, c'était contraire aux ordres de l'empereur Claude. Ah oui, il mariait pas les hommes entre eux, il mariait des... Non, il mariait Ok. Oui, à des femmes. D'accord. Mais le problème, c'est que l'empereur Claude considérait qu'il fallait que ces jeunes hommes gardent leur force et leur énergie pour la guerre. Et donc, Valentin, lui, il disait, non, c'est quand même l'amour, c'est quand même important aussi. Et il est marié en cachette. D'accord. Voilà, il a été puni pour ça et décapité. Alors moi, je me suis demandé si c'était pas lui qui avait été l'inspirateur du slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Ça daterait déjà du IIIe siècle. Peut-être que ça date de là, oui. Mais en tout cas, il en a perdu la tête, ce pauvre Saint-Valentin. Et donc ça, c'était au IIIe siècle. Et 2 siècles plus tard, il a été officiellement nommé saint patron
Des amoureux. Et des apiculteurs aussi. Des apiculteurs. Ça, c'est une surprise de découvrir ça. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. On apprend des trucs en faisant des chroniques. Voilà. Oui, la ruche, je sais pas. Voilà, je sais pas. En tout cas, sérieusement, ce rendez-vous annuel met pour moi en évidence ce besoin vital qu'on a de l'amour. On a besoin d'être aimé et on a aussi besoin d'exprimer, de donner de l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est propre à, je sais pas, l'espèce humaine peut-être. Et puis en même temps, on aimerait que l'amour rime avec toujours, alors qu'on se rend bien compte que c'est pas toujours facile. Il y a des grosses difficultés, qu'on rencontre des difficultés, que l'amour peut s'user, peut-être. On dit ça. Que la magie n'est pas éternelle. La magie, oui. En tout cas, au début, ce qu'on vit au début se transforme. On va plutôt dire ça. Et qu'en même temps, l'amour est à la fois la source des plus grands bonheurs et des plus grandes souffrances. Peut-être que c'est aussi parce que l'amour est vivant qu'il est aussi fragile et qu'il a besoin d'autant de soins. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue, parce que nous aussi nous évoluons. J'imagine que c'est lié à ça aussi. Et dans ce domaine, on est de plus en plus exigeant. On ne se contente pas de peu, et beaucoup plus qu'autrefois en tout cas. On idéalise l'amour, la relation d'amour partagé, la relation conjugale. On se posait moins de questions, on acceptait peut-être plus l'usure. Pas trop choix. Voilà. Et alors on est plus exigeant et en même temps, les échecs sont monnaie courante. On dit qu'il y a 45% des mariages qui se terminent par un divorce. Donc c'est... Peut-être aujourd'hui, parce que le divorce, il est plus facile à vivre. Le divorce, c'est plus facile ailleurs ? Ouais, pour ça qu'on divorce plus. C'est plus facile qu'avant, quoi. Maintenant, on peut divorcer pour un oui, pour un non, quoi. Ouais. Ah oui, il faut se battre un petit peu aussi. La procédure est plus facile. Oui, on peut se le permettre alors que des générations... Oui, on ose plus. Enfin, il y a peut-être plein de raisons aussi à ça, l'indépendance économique des femmes aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, il y a des difficultés et en même temps, ça crée des souffrances et il y a des personnes, des couples qui veulent travailler sur ça et qui ne veulent pas renoncer justement à leur amour et qui dépassent ces difficultés à force de patience, de dialogue, de tendresse. Et puis, il y en a d'autres qui, malgré tout ça, ont du mal quand même à faire face et qui vont demander de l'aide à l'extérieur, en particulier auprès de conseillers conjugaux. Alors, ces conseillers conjugaux, ils portent un nom qui porte à croire qu'on vient leur demander des conseils. Eh bien non, en fait, on ne va pas leur demander des conseils, les conseillers conjugaux. On va plutôt tenir conseil avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. On ne vient pas trouver une solution, on vient travailler sur la relation, les difficultés qu'elle comporte, les embûches qu'elles peuvent présenter. Et voilà, en fait, on prend du temps, on donne du temps à notre relation. Et vous essayez de démêler du pourquoi, du comment, et de repartir pour... et ça demande un effort, oui, ça demande en tout cas de la volonté, volonté de s'en sortir. Voilà. Il n'y en a pas tant que ça, des conseillers conjugaux Il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y a des conseillers conjugaux qui ne font que du conseil conjugal, et puis aussi il y a des thérapeutes familiaux, qui peuvent aussi accompagner au moment de difficultés rencontrées dans la relation conjugale. Alors, c'est facile de les trouver quand même, parce qu'il suffit d'aller sur les pages jaunes et on fait conseillers conjugaux et on tombe sur des associations comme Care Service ou comme le Clair Amour et Famille. Et là, vous avez plusieurs conseillers conjugaux, vous avez le numéro de téléphone, et puis il y a aussi des thérapeutes aussi, individuels. D'accord. Très bien, mais c'est vrai qu'il faut faire cette démarche, avoir envie. Faire cette démarche. Mais moi, pour en avoir rencontré des gens qui ont eu recours à ces conseillers conjugaux, c'est toujours... ça peut oui, vraiment, il y a une réelle efficacité, on va dire, quand il y a une réelle volonté aussi derrière. Et puis ça apporte aussi un renouvellement et vraiment une grande joie. Quand l'amour renaît, parfois de ses cendres, désolée, voilà, en tout cas, repart pour un deuxième souffle. Et ça, c'est formidable. Voilà. Bon, on parlait d'amour avec Alix. C'est une relation vraiment très, j'allais dire presque sentimentale avec l'instrument, parce que c'est pas un milieu qui est facile.
Il faut jouer un peu des coudes pour faire sa place. Que vous... Oui. Plus que je l'aurais imaginé, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui. Mais vous auriez pu devenir musicien finalement, ou faire l'instrument. Je ne sais pas si j'aurais eu les capacités, si j'ai le talent pour ça. Je pense que c'est beaucoup de travail. Les artistes que je rencontre, ils travaillent tous les jours. Je ne sais pas si j'aurais eu la patience de travailler tous les jours. Du moins, toute la journée, sur l'accordéon à jouer. C'est pas frustrant du coup d'être dans la mécanique? Ah, moi, c'est là où j'en peux plus, quoi. J'ai les yeux d'un amoureux, quoi. Je suis là. C'est comme un cadeau, quoi. Quand je déballe un cadeau, un gamin qui déballe un cadeau, moi, c'est pareil, quoi. On me file un accordéon qui est cassé, je suis heureux. Enfin, je suis pas content pour la personne, mais je suis heureux pour moi, quoi. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est, vous avez dit qu'il y avait des milliers de pièces dans un accordéon? Ouais. Alors, comment vous faites pour pas les perdre? Mais faut classer, faut être minutieux, justement. On démonte une par une. Il y a à la main gauche, c'est une mécanique. Le gars qui l'a créé, moi, je le félicite parce que c'est des milliers de tiges. La main gauche, c'est... Alors, c'est au niveau de là où il y a tous les petits boutons, on va dire, pour que tout le monde comprenne. C'est en fait, c'est du basse-accord, sauf qu'il faut les crailler. C'est basse-accord. Moi, ça me parle pas non plus. Voilà. On ne va pas parler dans la technique, mais en gros, il y a vraiment beaucoup de pièces. C'est là où c'est assez compliqué, mais c'est incroyable, quoi. C'est tout simplement magique. Ouais, on sent vraiment. Vous n'êtes pas abattu, quoi. Vous êtes encore dans la phase de cristallisation. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que les gens qui m'entourent et les artistes que je rencontre me permettent aussi ça, parce que dès qu'on leur en parle ou dès qu'on va leur dire, bah tiens, viens voir, je vais te montrer comment ça fonctionne, c'est eux qui me remettent dedans, en fait. Donc moi, ça me passionne, quoi, de partager ça avec les gens. Alors ça coûte cher, moi je l'ignorais complètement, mais ça coûte cher un accordéon, c'est un instrument... C'est pas donné, ça c'est sûr. Après, quand on veut commencer, quand on veut faire commencer un enfant, il y a plein de solutions, il y a la location. Après, il y a les occasions, bien sûr, voilà. Mais après, quand on monte de niveau, c'est vrai que... Ah, un accordéon chromatique, donc celui qui est le plus complexe, on va dire, neuf, ça coûte... Par exemple, pour un enfant, par exemple, pour un enfant qui commence à étudier, qui a déjà fait 2-3 ans d'accordéon, on va dire qu'il va en acheter un. Pour un neuf, on va être plus dans les alentours entre 2 000 et 3 000 euros. Pour un occasion, on va être plus entre 1 000 et 1 500, 1 700. Et après, ça, c'est dans le chromatique. Dans le diatonique, dans le premier prix, on va être dans les alentours de 650 euros. D'accord. Mais après, c'est des instruments comme beaucoup de choses. Il y a des gammes, il y a une très haute gamme où là, on peut tomber... Là, oui, on peut monter très loin. Là, hier, je me renseignais sur un accordéon, justement, et il était à 24 600 euros. Quoi. Ah oui. Le Stradivarius de l'accordéon. Si on peut dire. Après, c'est des accordéons concertistes, mais c'est une mécanique qui est faite tellement minutieusement. Tout est fait à la main. Il n'y a pas de machine. Il y a pas de... Et les Français sont des références en termes de fabrication d'accordéons? Les Français, quand même, ont une bonne référence. On a Cavagnolo, on a le groupe Cavagnolo qui a une bonne référence, surtout pour le numérique à l'heure actuelle. Là, il y en a quelques-uns qui sont montés. Quand on voit justement Stéphane Leland qui fait les accordéons du Marais, qui sont quand même géniaux, ou Tania Rustowski qui, pareil, fait des accordéons tout en bois. Et après, on a les grandes usines, comme Cavagnolo ou Légende qui vient d'arriver, qui est fabriqué par Claude Cavagnolo. Je vous posais cette question parce qu'on associe souvent le français à la baguette et au petit air d'accordéon musette sur les bords de la Marne. Alors ça, je sais que ça fait partie de votre message, dire que l'accordéon, c'est pas que ce cliché folklorique d'un autre temps. Non, au contraire, on a une palette aujourd'hui d'instruments, enfin on a la chance d'avoir une palette sur cet instrument qui est incroyable. On peut aller sur le jazz, on peut aller sur de la musique un peu rock, on peut aller sur de la musique roots, du reggae, enfin j'ai Winston McAnuff and Fixie. Donc on va écouter juste des petits extraits de morceaux que vous nous avez transmis pour montrer un peu autre chose que de la musette. C'est pas pour dire que la musette c'est nul, mais non, mais on a d'autres... On peut ouvrir ses horizons, aimer l'accordéon, même quand on a 26 ans, autrement. Donc on va écouter un premier extrait de Ginette, peut-être, des Tétrennes, qui est un groupe bien connu en France. Oui, c'est un groupe qui a quand même été assez connu, qui a été accompagné par Jean Corty, justement, qui est décédé il y a peu. Voilà, donc Jean Corty qui était un des accordéonistes de Brel, entre lui et Marcel Azola et d'autres. Donc là, on est dans un registre un petit peu, je vais dire, plus classique. On est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, voire un petit peu, connaissant le chanteur de Tétrennes, un petit peu plus brutal, un petit peu sombre. Et puis on voit après, ça peut être très très rythmé en fait. On va passer d'autres extraits. Alors moi, je connais pas bien les noms. Winston, McAnuff and Fixie, on est sur du reggae un peu donc plus. Donc on est un peu plus sur du reggae. Ouais, mais c'est extra quoi.
Moi, ce que j'aime, c'est le sourire. Oui, c'est communicatif. Quand vous en parlez, c'est vraiment de la joie pour Ah, vous, mais tout pour ça. moi, ouais, c'est incroyable. Enfin, on a aujourd'hui des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires à l'accordéon et je les encourage à continuer. Alors là, on entend juste un extrait où on voit que c'est très très rythmé. On sent bien que c'est plus moderne que ce qu'on a dit. On est sur quelque chose de moderne avec vraiment une joie de partager ça, quoi. Enfin, il y a un grand festival qui les avait passés qui s'appelle Le Grand Soufflet. Ils avaient même fait une vidéo et on voit qu'ils sont dans la rue en train de jouer de l'accordéon et de chanter en acoustique, quoi. Ouais. C'est génial, quoi. Et ce que vous voulez montrer, c'est que même l'avenir de l'accordéon, il est dans cette notion de partage encore plus que... Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un instrument qui mérite d'être encore plus partagé, quoi. Enfin, c'est un instrument qui veut apporter de la joie, comme quand on écoute du classique, de la tristesse. Mais c'est un instrument qui est complet. Alors là, on entend un autre extrait, là, c'est... Ça, c'est ma rébellion, ouais. Ouais, c'est ma rébellion. Alors là, c'est plus tonique. Ah, c'est Arthur. Ça, c'est Arthur, par contre. Il va falloir qu'on se mette Arthur Bacon, ouais, lui, c'est quelqu'un qui, par contre, quand il vient à l'atelier, je pleure toujours un peu. Il en rigolera parce que... Pourquoi parce que son instrument, il joue, quoi. Ah, c'est pour ça, il ne ménage pas. Ouais, c'est il très va tonique. peindre main morte. Ouais, mais ça, c'est pareil, de Summer Rebellion, on a Dexter et puis Arthur qui sont vraiment dans... Ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment un mélange francophone et québécois, pour le coup, qui marche super bien, qui fonctionne super bien avec donc Dexter qui a une voix un peu comme Tom Waits, qui a un grain comme Tom Waits, et Arthur qui a une folie de l'accordéon. Hein. Pour moi, c'est le seul à jouer comme ça. Enfin, il a vraiment son propre style. Par contre, oui, il ne le ménage pas pour le coup, c'est sûr. Donc ça peut être l'occasion aux gens qui connaissent plutôt l'accordéon dans sa version classique de dire, voilà, il peut résonner aussi un peu différemment et découvrir d'autres musiques sous ce prétexte-là. Ouais. Alors, votre site internet, Monsieur Accordéon, est en train de se... Il est arrivé. Voilà, c'est bon, livré. Il est livré. Eh ben, on peut inciter les gens à aller voir ouais. ça. Il y a des très très belles photos faites par un Vendéen, d'ailleurs. Un photographe vendéen, ouais. Voilà, Monsieur Pondevie. Ouais, Florian Pondevie, ouais. Très bien. Eh bien, on va terminer l'émission avec... On va rester sur le registre de la poésie, non pas musicale, mais par les mots, avec la chronique de Delphine. Printemps des poètes. Oui, le Printemps des poètes, c'est du 5 au 20 mars, donc partout en France, des manifestations. Ce qui donne l'occasion, au moins une fois par an, de lire de la poésie et Parce qu'il faut rappeler, quelques chiffres en introduction, la poésie, c'est 1% du lectorat français. Ouais. Ça représente ça. Et dans le marché de l'édition, c'est 0,4% du marché de l'édition. Et encore, on l'associe avec le théâtre, parce que si on mettait que la poésie seule, c'est assez incontable. Ah oui, il y a l'impression qu'en primaire, on apprend Prévert, et puis après... C'est exactement ça. Après, on oublie parce qu'on se dit « Ah, c'est obscur, la poésie, c'est un peu compliqué. Ouais. » Donc le Printemps des poètes, c'est l'occasion d'y aller, à la médiathèque Benjamin Rabier. À Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Il y a 2 événements qui vont mettre en avant un poète irakien qui s'appelle Salah Al-Hamdani. Donc c'est l'occasion de faire connaissance avec ce poète qui est très très connu, qui a publié des livres dans les maisons d'édition, les quelques-unes qui restent à Paris. Et son parcours est vraiment très très intéressant. Là, il va notamment le vendredi 4 mars, je vous invite tous à y aller, il y a une lecture musicale qui s'appelle « De Bagdad et Damas ». Puisque 2 voix rebelles qui vont porter la poésie. Salah Al-Hamdani, donc poète irakien qui aujourd'hui a 65 ans et qui est exilé en France depuis 1975. Et d'un autre côté, Omar Youssef Souleiman, qui lui est syrien. Donc la voix de l'Irak et de la Syrie, réunie par la poésie. Quand on vous dit que l'art, c'est aussi fait partie intégrante de la société, c'est très important. Et Salah Al-Hamdani, il a vraiment pris sous son aile ce jeune poète en disant « j'essaye de faire ce qu'on n'a pas fait pour moi quand je suis arrivée ». Salah Al-Hamdani, il était militant contre le régime de Saddam Hussein. Il a vraiment un parcours très très fort. Quand on l'entend parler, c'est très très fort. Et dans tout malheur, il faut trouver des bonnes choses. Il est allé en prison à 22 ans, parce qu'il s'est fait arrêter. Et en prison, eh bien, il a découvert la poésie. Tout c'est comme ça que c'est arrivé. Il dit, moi, je ne lisais pas, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et donc, quand il est sorti de prison, il a creusé un peu ce sillon-là de la poésie et surtout de la littérature. Et en littérature, il est tombé sur Camus. Il a lu le mythe de Sisyphe. Sa tête a été mise à prix. Il s'est dit, il faut que je quitte malheureusement mon beau pays, ma famille, il faut que je m'en aille. Eh ben, il a choisi la France parce que Camus. Parce qu'il disait, un homme qui a écrit sur la France, qui a écrit des choses si belles, ce pays, il faut que j'y aille, il faut qu'il m'ouvre les bras. Il a dû être déçu. Il est arrivé en 75, il a une très jolie formule, il dit...
Bagdad m'a fait naître et la France m'a fait homme. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on retrouve ça dans ces recueils. Si vous ne pouvez pas aller à la médiathèque Benjamin Rabier, vous pouvez lire Bagdad mon amour. C'est Donc en français? En français, Ouais. parce que ça... Il a trouvé l'amour. Il a trouvé l'amour en France. Sa traductrice est devenue sa compagne, Isabelle Lani, donc qui traduit ses ouvrages. Donc Bagdad, traduit. mon amour, c'est vraiment là sur ce que je vous disais, quoi. Voilà, il est arrivé en France sans renier ses origines, au contraire, mais la France l'a accueilli à bras ouverts. Et puis récemment, il vient de sortir Contre-jour amoureux. Donc là, c'est 2 voix avec sa compagne Isabelle Lani. Elle écrit en italique et ils se répondent. En fait, c'est comme une correspondance. Ils se répondent en poème. C'est vraiment très très beau. Et puis, comme quand même, c'est toujours intéressant de le voir en live. Il est là à La Roche-sur-Yon. Il vient pas très souvent. Il parle très bien français. C'est l'occasion d'aller échanger avec lui. 4 et 5 mars, médiathèque Benjamin Rabier. Ok. Allez-y. Merci. Donc, on remet toutes ces explications et les coordonnées du bouquin sur le site internet. Sur le site internet, on peut retrouver tout ça. Racine. Merci à Alix, merci à Maxime d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, on peut inviter les gens à avoir une autre oreille portée sur l'accordéon. Bien sûr. À bientôt. À bientôt. À bientôt.